Les pompes funèbres camarguaises, leader gardois en convention obsèques, prévoyance, funérarium, toujours à vos côtés, partenaire de votre émission Miroir des Sports. Du handball, du volley, du rugby, beaucoup de ballons ce soir de toutes les formes, et bien sûr du football avec Jean-Marc Conrad. Bonsoir Jean-Marc, merci d'être avec nous. Bonsoir Pierre-Paul. Vous êtes président depuis quelques jours désormais de l'AC Arles, un passage de relais avec Patrick Chauvin qui s'est bien passé. Oui, très bien, très bien. Je vais avoir la lourde tâche de passer après Patrick Chauvin et compte tenu de... Un président ô combien charismatique et sympathique. Oui, sympathique, charismatique, travailleur, puis qui a réussi tout ce qu'il a entrepris. Donc, et qui reste dans le staff quand même. Qui reste au club, qui reste même dans le comité directeur, donc conseil d'administration, comité directeur, et qui va s'occuper essentiellement de la section des jeunes et de mener à bien le centre d'entraînement, le camp d'entraînement, le tout nouveau camp d'entraînement que nous devrions avoir. On reviendra sur la formation, mais on va parler d'abord de l'équipe première de l'AC Arles, avec une petite déception. C'était hier, on en parle quand même rapidement, pour le tour, le 5e, je crois, tour de l'équipe de Coupe de France, je vais y arriver. En tout cas, le premier tour auquel participaient les équipes de National, et puis on n'aura pas droit à un parcours de petits poussés des Arlésiens cette année. Et non, cette année, il n'y aura pas l'épopée des Arlésiens, mais bon... Je dirais que hier, sur l'ensemble du match, c'est celui qui avait le plus envie de gagner qui a gagné. C'est Toulon. Hein, c'est Toulon. Match dans la rade de Toulon et 1-0 pourtant pour Arles. Et puis... à la 90e, on prend un but à la 90e parce qu'on pensait qu'on était au bout. Et puis dans les prolongations, il marque un but. On avait fait les changements en conséquence pour pouvoir jouer plutôt sur la défensive. Voilà, et puis après on court après le score, mais bon, c'est vrai qu'on n'avait pas trop la tête à la coupe quand même, on a fait tourner l'effectif parce qu'on avait joué quand même déjà mardi, on a joué le dimanche après-midi, il faisait très chaud hier à Toulon, donc c'est vrai que les joueurs ne sont pas habitués à jouer l'après-midi. Bon, vous me direz que c'était valable pour les deux équipes, mais Toulon avait plus envie que nous de gagner. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. En tout cas, les victoires, l'AC Arles, on connaît, puisqu'il y avait une série de 5 victoires et qui amène l'équipe à la 2e place. C'est le meilleur classement qu'elle ait jamais connu en national. En tout cas, c'est depuis l'année dernière, hein, puisque pendant la bonne saison précédente, l'équipe était plutôt en milieu de tableau, oscillant entre la 6-7e peut-être au mieux. Oui, on a 8 points d'avance par rapport à notre tableau de marche de l'an dernier. Alors, avant de revenir bien sûr sur ce joli parcours, moi je vous propose de revivre en images cette belle victoire. C'était mardi dernier. Arles a été 5e, Gueugnon l'adversaire 13e. Il s'agissait bien de la 12e journée. Et vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui l'ont vu, que notre Olivier Martinez et notre Claude Martos préférés sur Télémiroir savent également donner de la voix, même quand il s'agit des lionceaux arlésiens et non pas des crocos nîmois. On les écoute avec des images de Nicolas Fabre. J'ai l'impression que les Arlésiens se positionnent plus en 4-4-2. Attention, le premier raté là de Jesse Moulin. Et Nani, auteur d'un but aussi face à Libourne. Attention là. Et Psom qui est parti il est parti dans l'axe. Il y a un duel face à face. Le premier duel de Benjamin Psom. Et là, il a cherché à rentrer, provoquer. C'est bien joué le jeu triangle pour Psom, c'est pas merde. Oh là là. Que c'était bien joué. Attention, Tamobi qui va devoir se jeter, mais du coup il a dézonné. Et là c'est Robert Cac. Attention à gauche là, essaie de... Oh non. Quel arrêt. Voilà. Allez, ce serait le moment de mettre un peu la pression sur les buts des Guegnonnais. Et non. Comment ce ballon n'a-t-il pu? Alessandrini qui apporte le surnombre. Enda qui a joué un triangle qui était pas mal fait, mais très belle couverture de Islin qui aura beaucoup bossé défensivement. Et Psom il aime ça. Psom il aime la vitesse, mais il est poursuivi par Enda qui ne pourra pas le récupérer. Maintenant c'est pour... Allez, but de Nani. Et justement, j'attendais de savoir pour qui c'était ce ballon. Et c'est Gourmand qui l'a bien glissé pour Enani. En spontanéité, première intention, comme on dit, oh là là. Joué. Ça y est, on s'enflamme. À côté de Gaël Germani, Benjamin Psom qui a l'occasion de, pourquoi pas inscrire son 2e but. Oh là là. Aïe, 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 aïe.
Je l'avais vu dedans, celui-là, Olivier. Il a manqué l'occasion de marquer son 4e but en 4 matchs. Centré jusqu'à la dernière minute pour gêner. Bien joué, Jesse Moulin. Il est important cet arrêt. Mais attention, le ballon revient très vite. Il est recentré. Il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Oh, Bakary, le diable de Bakary qui était venu poser sa tête. Jesse Moulin était battu, complètement battu. Et c'est encore le poteau Claude qui sauve les Arlésiens. Il est en place, Jesse Moulin. Allez, ça passe. Il est passé. Il est passé. 4e but de... Oh là là. Et c'est fait. Ils l'ont fait, les Arlésiens, leur 5e victoire de rang, Olivier. Cette victoire qui, on l'espère, les propulsera directement sur le podium. On va savourer ces 5 victoires. C'est vrai qu'on a eu de la réussite, parce qu'on prend un poteau, puis il manque un but devant la ligne, puis même une deuxième occasion. Mais bon, comme tout le monde s'est battu sur ces ballons, c'est ce qui est formidable, c'est que le ballon n'était pas rentré, tant qu'il n'était pas rentré, tout le monde se battait comme des chiens. Et c'est ça l'important, cette série est terminée, on va essayer d'en recommencer une autre et d'en gagner encore 5 autres. Si on n'avait pas été aussi présent, ils ne seraient pas aussi précipités devant le but. Ils ont été assez maladroits, mais bon, on a provoqué notre chance et puis je pense qu'on mérite vraiment cette victoire. On était solide jusqu'au bout, on s'est parlé et on la voulait vraiment cette victoire. C'est Voilà. Moulin. Voilà, retour Jesse Moulin. Donc à l'instant, alors j'ose pas dire la dernière recrue parce qu'on va en parler justement. Les recrues, il y a eu beaucoup de nouveaux arrivés. Il y en aura peut-être d'autres. On jette un œil sur les résultats. Avec ce qui est intéressant, ce sont les bons résultats des équipes des Bouches-du-Rhône, puisque on voit, même si cette fois Istres et Cassis, donc les deux co-leaders avec Arles, en tout cas le trio de tête de ce championnat national, se sont neutralisés. Et on voit que c'est Niort, Laval qui marque le pas. Et une équipe un peu décevante, c'est celle de Cannes, qui s'était présentée en début de championnat comme prétendant à la montée et qui a beaucoup de mal. On va le voir au classement. Puisque au classement, alors un classement que l'on n'a pas tout à fait mis à jour, vous allez voir. Puisque Istres est bien à 25 points, mais Paris FC est à 18 points, puisque finalement, Istres avait posé réclamation pour ce match contre Paris FC, gagné par le Paris FC. Finalement, la fédération a donné raison à Paris FC. Alors c'est intéressant, puisque 25, 23, 23, est-ce que Arles est deuxième ou est-ce que c'est Cassis qui est deuxième? Arles est deuxième, parce qu'on a une meilleure attaque. Et comme on n'a pas joué encore contre eux, donc c'est l'attaque qui prime. C'est l'attaque qui prime. Comme nous avons marqué 18 Guillaume, il buts. faudra réviser ton classement. Là, Arles est bien deuxième, décidément, et Cassis est troisième. La surprise quand même, cette équipe de Cassis, qui est un promu. Oui, qui est un promu, qui est sur la dynamique de la montée, qui est une très belle équipe, qu'on a vu jouer déjà 2 fois, et qui joue vraiment au football, contrairement aux idées reçues que l'on a en règle générale sur Cassis-Carnoux. Et puis, je pense que c'est une équipe qui fera son bonhomme de chemin. De là à dire qu'elle sera dans les 3, la route est longue, le chemin parsemé d'embûches. Donc on verra. Mais en tout cas, alors on peut revenir sur le classement, c'est intéressant. Donc Arles ou Cassis, deuxième, de toute façon, c'est pas forcément pareil, fondamental oui, à ce moment-là du classement. Par contre, voir que 7, qui était dans le trio de tête jusque-là, donc est désormais 4e. Laval, qui est un prétendant. Laval, c'est quand même une grosse équipe. Traditionnellement dans le football français, quoi qu'il arrive. Et puis on voit que des équipes sont décevantes, encore une fois cette année. Guignon, également Paris Football Club. Et Niort, le prochain adversaire des Arlésiens, ce sera un déplacement à Niort. Niort est 20e. Oui, 20e. Niort, c'est un peu la surprise aussi. Surprise à l'envers. Oui, surprise, parce que c'est une belle équipe. Une équipe professionnelle. D'ailleurs, on voit que les 3 équipes de Ligue 2, qui sont descendues de Ligue 2, ont beaucoup. Libourne de Saint-Seurin est avant-dernier. Et Niort est dernier. Voilà, et Guignon qui est juste au-dessus de la ligne de flottaison. On va à Niort, on sait que ça va être un match difficile parce qu'ils sont venus faire un match nul à 7, donc ça veut dire quand même qu'ils ont arrêté l'hémorragie. Oui, ça veut dire que c'est des équipes qui, à un moment donné, peuvent, quand elles touchent le fond, peuvent rebondir. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'à un moment donné, le rebond sera au moins technique. Donc ça va se faire. Ouais, espérons que ce ne sera pas contre Arles. Espérons que ce ne soit pas contre les Arlésiens. Alors justement, on a parlé tout à l'heure donc de votre arrivée à la tête. Vous étiez déjà dans l'équipe dirigeante depuis quelques années maintenant. Quelles peuvent être vos ambitions quand on dirige un club comme Arles? Quand nos ambitions, elles sont justement, je pense que le message qu'a fait passer Patrick Chauvin, c'est qu'aujourd'hui justement il avait besoin d'une nouvelle dynamique qui s'implique différemment dans le football. C'est vrai que là, on n'est plus tout à fait dans le football associatif.
Je pense qu'à un moment donné, on rentre dans le professionnalisme. Et donc, ce travail qu'on fait depuis 1 an et demi, on est en train de professionnaliser le club. Bon, maintenant, l'objectif avoué cette année, c'était quand même de faire mieux que l'année précédente, c'est-à-dire de faire mieux que 8e. Donc, entre la 7e et, on va dire, la 5e place, c'est un peu l'objectif qu'on s'était fixé. Maintenant, si l'opportunité se présente de pouvoir monter, on la saisira. Maintenant, on réfléchira sur les infrastructures après, parce qu'on n'a pas les infrastructures pour monter. Donc voilà, mais je pense que quand on n'aura plus que le problème de stade à régler, ce sera pas le plus important. Mais l'objectif avoué d'Arles, c'est quand même d'aller en Ligue 2. C'est quand même d'aller jusqu'en Ligue 2. Est-ce que vous avez le potentiel, alors économique c'est toujours compliqué, mais le potentiel public pour soutenir une équipe de Ligue 2? Non, je pense qu'on est dans un bassin qui... Il y a le bassin. Parce qu'il y a deux attractions énormes. Hein. Il y a Nîmes d'un côté, on sait les Crocos, même si on y reviendra, il y a des difficultés en ce moment, mais bon, c'est un club qui remplit facilement son stade. On est encore à 7-8 000 spectateurs alors que le club est dernier. Et puis de l'autre côté, il y a quand même l'OM. Oui, mais justement, si on joue en Ligue 2, déjà, on jouerait le vendredi. Donc ça changerait quand même la donne. Parce qu'on joue nous souvent le samedi. Les Arlésiens, quand même, c'est l'OM qui fait vibrer le. Oui, les Arlésiens sont supporters de l'OM. Mais bon, on a tout le bassin du Grand Delta, Avignonnais, Tarasconnais. Le Pays d'Arles va jusqu'à Château-Renard. Donc quand même, on a Tarascon, on a Barbantane, il y a tout un bassin de vie qui est là, potentiel. Il y a le bassin nîmois quand même. Donc après, c'est vrai que si les deux équipes sont en Ligue 2, on retrouvera le derby. Voilà, ce qu'on souhaite, hein, parce qu'on est pour le derby, je pense que c'est important. Voilà, maintenant le potentiel public, je pense qu'aujourd'hui, Arles n'a jamais été une ville de football. Hein. Donc il y a une équipe de football, mais il n'y a pas le public ne suit pas. Alors pour quelle raison? Je pense qu'il est un peu tôt pour l'analyser. On verra par la suite. Il faudra peut-être le faire venir, le séduire, avec une équipe qui est plus séduisante que l'année dernière. L'année dernière, on avait plutôt des guerriers. Cette année, on a toujours des guerriers, mais on a également une belle attaque. Hein. Arles est la deuxième attaque, notamment grâce à quelques recrues de choix. Oui, on a donné, si vous voulez, une touche technique. On a gardé quand même l'impact physique, et on a donné une touche technique avec un recrutement, on va dire, malin, réfléchi, pesé, compte tenu de nos moyens, parce que je rappelle quand même qu'on a toujours qu'1,2 million de budget. Donc on est le deuxième plus petit budget après Bayonne. Et voilà, donc on a recruté intelligemment, il y a eu une part de chance aussi. Voilà, on a aujourd'hui des joueurs comme Benjamin Psaume. On a Nîmes Olympique qui nous a prêté un garçon comme Tagro Balégué. Benjamin Psaume, ancien Nîmois. Hein, ancien Nîmois, oui, ancien Nîmois. Et on a Saint-Etienne qui nous a prêté 2 joueurs quand même. Donc, qui pour nous sont importants, dont le gardien, Jessie Moulin. Voilà, bon, après... Et un recrutement qui est peut-être pas terminé. Non, un recrutement qui n'est pas terminé, on reste à l'affût de... Je pense qu'on a besoin de renforcer... Les règles, hein, un mot sur les règles, c'est en national, c'est jusqu'à fin décembre. Jusqu'au 31 décembre, on peut recruter jusqu'au 31 décembre. Mais ce ne peut pas être des joueurs professionnels, des joueurs de Ligue 2. Si? Ah si, on peut recruter qui on veut, comme on veut... jusqu'au 31 décembre. Justement, on va essayer de se faire prêter, parce que malheureusement, par rapport à la DNCG, on ne peut plus prendre personne. On va essayer de se faire prêter un joueur par un club de Ligue 2 ou de Ligue 1, un défenseur central. Alors, on va continuer cet échange avec Jean-Marc Conrad, mais on va faire une pause avec un sujet sur un match qui nous intéresse évidemment au plus haut point. Ça va nous permettre de changer les micros avec la pluie qui redouble sur le plateau. Vous connaissez l'histoire. C'est le Nîmes Olympique qui était en déplacement à Guingamp. On espérait tous un sursaut, on espérait même une victoire, puisque là, les points, le manque de points commence à se faire cruellement sentir. C'était la 11e journée. Nicolas Fabre est allé jusqu'en Bretagne pour vous ramener ces images et ce reportage. Le Nîmes Olympique se déplaçait à Guingamp au stade du Roux-de-Roux pour la 11e journée du championnat de France de Ligue 2. Les hommes de Jean-Luc Vanucci étaient partis faire un résultat. Malheureusement pour les Crocos, tout ne s'est pas passé comme prévu. En première mi-temps, les Nîmois se créent une belle occasion qui n'ira pas au bout malheureusement. Les Guingampais, un peu plus tard, auraient pu ouvrir le score sur une tête de Wilson Ougouma, mais le poteau vient sauver Guillaume Lauvergne et les Crocos. En deuxième période, sur une longue phase de jeu, c'est Rivière rentré en cours de jeu justement qui vient marquer le seul but de la rencontre.
Rivière se retrouve en face à face avec Guillaume Lauvergne qui part du bon côté mais qui malheureusement ne peut pas stopper le ballon. 1-0 à la 74e minute, les supporters guingampais redonnent de la voix. Malgré les efforts des Crocos et l'expulsion de Vergerolles à la 82e minute, les Nîmois tentent de revenir au score, mais en vain. Une occasion pour les Crocos avec le coup franc d'Idriss Echergui qui vient frôler la lucarne droite de Trévisan. Un peu plus tard, c'est une frappe de Mallory Martin qui passe à quelques centimètres du poteau de Trévisan après cette belle combinaison avec Boubacar Kébé. La tristesse des Nîmois était visible à la fin du match. Il ne reste plus qu'à prendre les 3 points ce vendredi soir contre Boulogne-sur-Mer. Beaucoup trop de fautes directes, on rend le ballon beaucoup trop facilement à l'adversaire une fois qu'on a réussi à le récupérer pour arriver à accrocher ce point ici à l'extérieur. Oui, mais c'était une volonté, on avait travaillé toute la semaine par rapport à ça, on avait décidé de faire un individuel sur Wilson Oroma, qui était pour nous, à nos yeux, la pièce maîtresse. Ça a bien fonctionné. Guingamp n'a pas été trop dangereux, si ce n'est sur cette tête de Wilson en fin de première mi-temps. Et puis je crois qu'ils ont une seule occasion en deuxième, voilà, donc c'est dommage parce que ce qu'on avait prévu a fonctionné. C'est vrai qu'on n'était pas très bon dans le jeu, mais ce que j'ai dit à la mi-temps, on n'est pas dans une période où on peut se permettre de faire du jeu, de jouer. On est là pour essayer d'accrocher les points à droite à gauche. Donc on était parti dans cette idée-là. Voilà, ce que je regrette, c'est que c'est ce but. Et puis après, bon, un manque de réussite encore parce qu'on a 3 occasions et on peut revenir sur la fin, mais ça tourne pas. Voilà, cette fois, il faudra vraiment l'emporter contre Boulogne, puisqu'évidemment, Guingamp, concurrent direct pour le maintien, s'échappe. Du coup, il y avait 1 point d'écart, il y en a 4 désormais. On va regarder ce que ça donne au niveau des résultats et du classement. Beaucoup de matchs nuls, donc c'était pas forcément une journée négative pour nous. Simplement, les adversaires ont gagné, notamment Dijon, on l'a vu, et puis Guingamp, bien sûr. Montpellier continue son beau parcours. Attention, c'est dans 2 semaines le derby à Montpellier contre les Montpelliérains. Et puis ce soir, Tours contre Lens. On regarde ce que ça donne au classement avec, on le voit, les Nîmois qui sont pas loin derrière Reims. Mais par contre, ça se détache devant avec Châteauroux. Brest et Sedan, bien sûr, qui est allé faire un beau résultat. Et Guingamp qui se détache avec 10 points. Voilà, ça devient chaud. Demain, dans Croco Hebdo à 21h, nous recevrons le président Jean-Louis Gazot, donc avec beaucoup de questions à poser au président, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il avait une confiance maintenue, bien sûr, pour Jean-Luc Vanouki. Mais ce sera intéressant d'avoir l'avis du président à ce moment-là de la saison. Un mot, Jean-Marc, de ce parcours du Nîmes Olympique difficile, hein. Oui, c'est pas simple, hein. C'est difficile, c'est toujours délicat de parler d'une équipe qui est dans la spirale un peu négative. Maintenant, je pense que l'équipe a montré l'année dernière des vertus morales qu'on lui soupçonnait pas. Donc voilà, je pense qu'ils peuvent repartir dans la même dynamique. On voit que Jean-Luc est un peu dans la méthode Coué, c'est-à-dire qu'il cherche à travailler que sur le positif. Donc c'est plutôt bien. Maintenant, il y a de mauvais concours de circonstances. Je crois qu'il y a eu beaucoup de blessés, en plus des blessés importants, début de saison. Et puis quand on est dans la spirale, c'est difficile de l'inverser. Il y a 2 matchs difficiles, je crois, qui arrivent. Ils doivent recevoir Boulogne et, comme vous disiez, ils vont à Montpellier. Et le déplacement à Montpellier, ouais. Mais bon, c'est parfois contre des équipes comme ça où on cherche un match. Je pense que ce qui manque à Nîmes, c'est un match de référence où justement ils vont un peu faire le match avec beaucoup de cœur et d'énergie. Un peu le match qu'ils avaient fait contre nous l'année dernière quand on était venus. C'était un match difficile et qu'ils avaient gagné tout à l'énergie. Et finalement, ça avait boosté complètement l'équipe. Ouais, ça avait redonné de l'élan à l'équipe dans sa course à la montée. Ça révèle quelquefois un relan d'énergie et ça réveille un peu les esprits, quoi. C'est intéressant pour Arles d'avoir le Nîmes Olympique plutôt à l'étage au-dessus que plutôt en national. Ah oui, pour nous c'est très important. On le voit d'ailleurs, ils nous ont prêté un joueur qui pour nous est important, qui est Agro Balégué. Je pense que s'il était en national, le problème ne se serait même pas posé. Donc non, pour nous c'est une locomotive, c'est très très important. En plus ça nous permet à nous de venir voir des matchs comme on ne joue pas le même jour. Voilà, je crois qu'il n'y a que des avantages.
Il n'y a que des avantages. Alors, on n'en a pas parlé pour l'instant, mais on va y venir dans un instant. Justement, c'est la partie formation, les jeunes. L'occasion pour nous de notre rubrique hebdomadaire, Mon Club. Aujourd'hui, nous sommes allés à la Société d'escrime de Nîmes. C'est Alain Bellon qui s'est intéressé à cette discipline qui ramène beaucoup de médailles aux Jeux Olympiques tous les 4 ans, mais qui est également une belle école de vie. Un portrait signé donc Alain Bellon et Nicolas Pinchidon. La dimension, on va dire, sportive et tous les résultats qui ont eu effet sont arrivés en 89 avec la naissance donc, de la salle d'armes spécifique mise à disposition par la ville de Nîmes, dirigée à l'époque par le maître Parisel qui est actuellement ici aussi, où on a commencé à avoir une vraie politique sportive et des résultats. C'est un club qui se porte plutôt bien. Les faits des Jeux ont également porté leurs fruits pour cette rentrée. On est aux alentours de 160-200 licenciés chaque saison. Donc c'est un club qui va du baby escrime, donc dès l'âge de 4 ans jusqu'au groupe compétition senior. On a des médailles par équipe au championnat de France sur la saison dernière. Et à savoir aussi que l'équipe senior, l'équipe phare du club, se trouve en National 1, c'est-à-dire l'élite de l'escrime française. L'escrime a réussi avec Laura Flessel qui a ouvert les chemins à bien se féminiser. Et on retrouve en effet un public à la fois une jante féminine bien présente, si ce n'est l'égal des masculins au niveau de l'escrime. Donc c'est bien, c'est bien. La parité est respectée. Le mental, comme dans tout sport, a une part importante dans la réussite. Et en effet, l'escrime est un sport qui est relativement physique, qui nécessite beaucoup d'explosivité, de puissance et de vitesse. C'est un sport où on arrive facilement à se dépenser. Le moteur, ça va être quand même l'effort qu'on va pouvoir fournir avec ses jambes, mais tout le corps est sollicité. Que ce soit les abdos, le haut du corps, parce qu'il y a quand même une épée à porter, le masque aussi, donc il faut un certain port de tout ce matériel, mais tout le corps est sollicité en termes musculaires, avec une petite, on va dire, dominante au niveau des jambes. Dans ce petit moment-là où on met le masque, où on porte son attention en règle générale sur l'adversaire, il vaut mieux, et sur l'évolution de sa pointe pour éviter de se faire toucher. Mais c'est ce moment-là où on se met dans son petit univers, où on est prêt à réussir tous les exploits. Jean-Marc, vous avez pratiqué l'escrime déjà? Non, je n'ai pas fait l'escrime. Non, j'ai jamais fait ça. Vous avez fait du football, vous? J'ai fait du football, ouais. J'ai joué jusqu'en division d'honneur. Voilà, donc un niveau amateur. J'ai fait du handball, un haut niveau. Et j'ai arrêté à cause que je me suis cassé la cheville. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est le pépin physique. Ouais, qui va empêcher d'aller plus haut. On l'a juste évoqué tout à l'heure en début d'émission. La formation à la CEAL, c'est un club avec beaucoup de jeunes. Oui. C'est quelque chose d'important. Vous espérez pouvoir sortir des joueurs également du centre de formation. Historiquement, la CEAL a toujours formé des joueurs. Le dernier en date qui est Djibril Cissé. Il y a Cissé, il y a Djibril Cissé, il y a Gaël Givet, il y a Chakouri qui a joué à Montpellier, qui a été formé à Arles, ensuite à Montpellier, maintenant qui joue en Belgique, qui est international espoir. On va dire que la Arles est fournisseur officiel de l'équipe de France, quoi. Donc on peut le dire. Et un travail particulier, une mise en place particulière là, autour de Patrick Chauvin désormais. Oui, voilà, c'est Patrick qui c'est vrai, c'est quelque chose qui lui tient très à cœur, la formation des jeunes. On sait que le football, en règle générale, est un ascenseur social. C'est vrai qu'on voit plus souvent quand même des joueurs dans les quartiers difficiles réussir dans le football que d'être premier prix au conservatoire. Donc, qui plus est à Arles, on sait qu'on a des quartiers qui sont relativement difficiles. Le conseil général et la région nous aident, donc dans ce sens-là. On fait des stages d'été beaucoup, on reçoit beaucoup de
de jeunes de Marseille en difficulté. Le football est un jeu, quoi. Donc on essaie de l'inculquer en ce sens-là. Après, si les jeunes doivent percer, on a des écoles de football beaucoup plus professionnelles que nous, que sont Nîmes et Montpellier, quoi, qui sont autour. Hein. D'ailleurs, Djibril Cissé a fait ses armes à Arles, ses premiers pas à Arles, et ensuite a été formé à Nîmes. Donc voilà, je crois que c'est un petit peu... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient très à cœur, je crois, comme dans tous les clubs. Merci à Jean-Marc Conrad d'être passé parmi nous. Il a beaucoup d'occupations, notamment ActuFoot. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir, voilà, sur cet écran. ActuFoot, en 2 mots, c'est un journal hein, qui vient de ActuFoot, si vous voulez, c'est voilà, comme il n'existait pas de journal qui couvrait le football amateur, qui aille de la promotion de 2e division jusqu'à la Ligue 1. Eh bien, on a décidé de lancer ce journal qui fonctionne, qui démarre. Voilà, avec plusieurs éditions. Hein. Celui-là, c'est 84 qui couvre grosso modo le district Rhône-Durance et le Pays d'Arles. Ça se fait par district, voilà. Et il y aura très certainement un jour le district Gare-Lozère. Et il y a ActuFoot 34 aussi. ActuFoot 34. Voilà, ActuFoot 84, c'est un gratuit mensuel sur le foot. Voilà, c'est un mensuel qui est envoyé à tous les clubs et puis ensuite que l'on trouve dans tous les magasins de sport. Merci encore Jean-Marc, à très bientôt. Prochain match, on l'a dit, c'est à l'extérieur, ce sera à Niort. Merci, bonne soirée. Merci à vous, on va marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite avec d'autres formes de ballons. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements, déco, tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.lesindiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Si je vous dis établissement Mourier, vous pensez automobile. Eh bien, les établissements Mourier, c'est aussi des scooters du 50 au 125 cm3, de 999 € à 1700 €. À ce prix-là, j'y cours. Miroir des sports, deuxième partie avec du volleyball pour commencer la nationale 3 avec les filles du Nîmes Volleyball qui se comportent très très bien. C'est Philippe Reg qui les a suivis ce dimanche avec la réception de Carnoux. L'objectif, rester collé à la tête du championnat pour viser, pourquoi pas, même si on est prudent, vous vous rappelez, on les avait reçus, on est prudent du côté du Nîmes Volleyball et du président Vézinet, essayer de rester dans le trio de tête, viser peut-être la montée. Réception de Carnoux, commentaire, préparation du sujet, Philippe Reg. Quel que soit le sport évoqué, dans la mesure où les équipes d'une poule ne se connaissent pas, et en l'absence de vidéo, le classement du début de saison est directement lié aux aléas du calendrier. Cela impose donc la plus grande prudence à l'approche de chaque match. Je pense comme toutes les autres équipes, on ne connaît pas les adversaires, les équipes adverses, donc les matchs sont à prendre les uns après les autres et sans préjugés. Cette analyse correspond au parcours de l'amicale Nîmes Volleyball qui était opposé dimanche 19 octobre à l'équipe de Carnoux, ville proche d'Aubagne. Le 5e recevait le 4e avec un seul petit point d'écart au classement et une raison de plus de se méfier. Si les Carnousiennes étaient privées d'éléments clés, les Nîmoises étaient renforcées par la présence de Markéta Tchernouskova. Markéta Tchernouskova, alors c'est ni plus ni moins que l'épouse du capitaine et du passeur de l'équipe d'Alès. Cela ne suffisait cependant pas à expliquer la différence de niveau mise en évidence dès le début du match. Autour de Krasimira Lisanti évolue un collectif grandi en taille et dont la technique de jeu n'a pas grand-chose à envier à des équipes évoluant dans la catégorie supérieure. Aussi, les 2 premiers sets furent empochés par les Gardoises en guère plus de 30 minutes, par un 25-14 d'abord, puis un 25-11. Pas mal, là il y a une belle passe en cloche, mais voilà, on ne peut pas faire grand chose.
pas de pied d'appel pour attaquer, là on n'est pas en courte. Stéphanie Canitro, ah ouais, que c'est beau, c'est beau. C'est limpide, et puis il était un petit peu juste tête, Céline Fabre, pour faire quelque chose. C'est le 25e point pour les Nîmoises. Lors de la troisième manche, l'équipe de Carmou se montrait sensiblement plus accrocheuse et profitait d'une courte absence du jeu de la part des Nîmoises. Mais le suspense fut de courte durée. Les joueuses locales réagissaient favorablement, d'autant que le camp adverse n'était vraiment pas armé pour inquiéter son adversaire. C'est surtout un moment de déconcentration. À ce niveau-là, c'est difficile de garder la concentration du début jusqu'à la fin. Et contre les équipes, quand on mène comme ça, c'est vrai que c'est pas évident. Donc il y a des moments de relâchement. Mais bon, après, on est capable de se ressaisir et de reprendre le point et le dessus sur l'équipe adverse. Nous faisions récemment état de notre confiance en cette équipe pour l'avoir occupé le trio de tête de sa poule. Avec ce dernier renfort, nous en sommes persuadés. Si le match face à Carnou n'est pas un match de référence, d'autres attendent les filles de Machek-Michalak, comme Cannes par exemple, ou Mougins, qui n'a pour l'instant pas perdu un seul set. De beaux duels en perspective, mais il faudra d'ici là régler quelques détails. Il faut travailler beaucoup le fond de jeu, s'appliquer sur tout ce qui est réception et relance pour pouvoir devant après terminer les points. C'est le travail de fond, c'est la communication entre les partenaires, celles qui sont à côté, devant, c'est un travail normalement de longue haleine, ça doit se travailler aux entraînements normalement. C'est le travail de centrale typique en fait, donc avec une passeuse comme Crassi, c'est vrai qu'on on est sur des tempos vraiment de temps zéro, ce qu'on appelle temps zéro, c'est des balles très rapides. Donc avec les relances et les réceps que l'on a, c'est vrai qu'il permet ce type de jeu-là. On a vu un excellent résultat des Nîmoises. On regarde ce que ça donne au niveau justement des matchs de ce week-end avec donc toutes les victoires à l'extérieur des grosses équipes de ce championnat de National 3 féminine. Et au classement, les Nîmoises qui sont troisième bien placées derrière Mougins. Et donc Philippe en parlait dans son commentaire. Et Cannes, mais c'est la deuxième équipe de Cannes, donc pas de danger, là pas de vraie concurrence. Ce sont les équipes réserves. À suivre donc, on va parler rugby maintenant avec la 4e journée. Ça s'était bien passé, les 2 victoires de Nîmes, du RCNG pour commencer, puis une défaite à l'extérieur. On est en Fédéral 2 et là on recevait Montélimar au stade Kaufmann. Tout de suite le résumé d'Alain Mellon. La rencontre RCNG Montélimar a débuté sous une pluie fine au stade Kaufmann. Les Nîmois ont ouvert le score à la 7e minute avec un essai transformé. L'action a été ensuite réalisée par les 2 équipes, mais sans finalité. À la reprise de la deuxième mi-temps, une pénalité à la 42e minute mettait le score à 10-0 face à l'équipe de Montélimar. Les Dromois réagissaient à la 50e minute par une action qui les amenait derrière les poteaux. Transformé, le score était de 10-7. Les Nîmois par la suite ont augmenté le score. Les Montiliens ont réduit le score par une pénalité en fin de match. Score final 17-10. La victoire est là pour les Nîmois. Mais les fautes de main et de jeu ont marqué cette rencontre. Pour l'entraîneur du RCNG, elle est un moment unique dans sa carrière. Je crois que depuis les 25 ans que j'entraîne, c'est la première fois où j'ai honte comme ça, parce qu'on n'a rien fait de bien, on a été transparent, on a fait une parodie de rugby, et à partir de là, bon, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire. On gagne 17-7, 17-10, à la limite je dirais que si ça se termine en match nul, on n'a même rien à dire. Si on perd, on n'a encore rien à dire. Donc, il n'y a pas grand-chose à récupérer, quoi. Donc, on a fait 17-7. On a gagné 17-10, pardon. On prendra les 4 points de la victoire, puis point barre. Je crois qu'il faut s'en arrêter là, parce que quand on fait 50 en avant dans une rencontre, quand on perd 6 ballons en touche, quand on n'est pas performant en mêlée, je crois quand même qu'il faut se poser des questions, les bonnes questions. Nous, entraîneurs et managers, on va essayer de se les poser. Solution, on en a. Le seul souci qu'on ait, c'est que quand on n'est pas capable de s'envoyer les ballons dans les mains, je crois que ça devient dramatique, quoi. Si vous mettez un jockey qui fout la selle sous le cheval, je crois que ça va faire rire tout le monde. Et là, nous, on est 2 fois en position de marquer des essais sur des 2 contre 1. On manque 2 fois le partenaire sur le bord de la touche. Ça fait un peu gros, quoi. Donc, je crois qu'il faut qu'on revoie ça. On perd des ballons on fait des en avant sur des phases statiques. On perd des ballons en touche. Donc, dans les fondamentaux,
on est un peu limité aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille ou qu'on reprenne peut-être les entraînements différemment, peut-être. Je ne sais pas, il va falloir qu'on voit s'il ne faut pas faire plus de technique que de physique, mais je crois que quand il y aura un moment des rendez-vous de physique, il faudra qu'on soit présent aussi. Et c'est pour ça que ça me gêne un petit peu, mais bon, on est là pour ça, on va essayer de trouver des solutions. Et puis, eh bien, on espère que la prochaine fois que viendrait nous faire une interview, on soit capable d'avoir un autre monologue. Voilà, remonter. Qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient perdu? On regarde ce que ça donne au classement. Il va absolument me montrer les résultats. On voit que Monteux a gagné contre La Voulte. Monteux, finalement, c'est pas mal puisque c'est premier. Et La Voulte sera le prochain adversaire des Nîmois. La Voulte 5e, les Nîmois 3e. Je me dépêche parce qu'évidemment, je vais me débrouiller quand même pour être en retard. On va parler handball. C'était vendredi soir avec une belle rencontre, la réception de Toulouse, 11e. L'USAM était 5e. On découvre ce résumé de Philippe Reg. En préambule du match qui opposait l'USAM Nîmes-Gare à Toulouse au Parnasse ce 17 octobre, Bruno Martini, docteur ex-gardien de but, accompagné de l'ex-capitaine usamiste Yann Balmossière, remettait le trophée du meilleur joueur du mois de septembre à William Hanotel. Une reconnaissance appréciée par le portier nîmois qui garde les pieds sur terre. C'est bien, enfin, c'est plutôt la récompense du collectif parce que les défenseurs vont le travail de l'ombre et puis au final c'est moi qui récupère. C'est un travail de toute l'équipe et c'est un peu le résumé de tout le début de saison qu'on est en train de faire, quoi. On est vraiment en train de vivre quelque chose de bien en faisant des bons résultats et pour l'instant c'est très bien, il faut que ça continue. Je pense qu'il faut toujours du recul pour pouvoir apprécier les choses et s'en rendre compte et pour l'instant je suis encore au vif du sujet et j'essaie d'aborder les matchs un par un et je ne me rends pas compte encore de ce qui se passe, mais tout ce que je sais c'est que c'est ensemble qu'on arrive à faire des résultats et ce ne sera pas que par des individualités, quoi. C'est un collectif qui va ramener des points et pour l'instant c'est ce qui se passe. La rencontre était prise au sérieux par les usamistes eu égard au parcours des Toulousains en début de saison, même si ceux-ci étaient privés de la présence du pivot Christophe Campé, devenu dans la journée un jeune papa. Toujours des matchs difficiles à négocier. Toulouse, c'est une équipe qui enchaîne le bon et le moins bon avec des super résultats à l'extérieur et des défaites assez invraisemblables à domicile. Donc on s'attendait à un match un petit peu piège, ouais, puisque c'est une équipe assez vaillante qui n'a pas peur du combat. Donc on s'attendait vraiment à un match un peu piège. Ouais. Quant au jeu, ce soir-là, les Nîmois se montraient déterminés pour faire oublier leur défaite face à Dunkerque. D'entrée, les hommes d'Alain Porte muselaient ceux de Laurent Bézot, grâce à une défense intraitable et un William Hanotel à la hauteur du trophée reçu quelques minutes auparavant. Le bloc défensif gardois était efficace à tel point qu'il fallut plus de 6 minutes aux Haut-Garonnais pour décoller au tableau de marque. Le match fut maîtrisé par l'USAM, notamment par l'entreprise de Guillaume Sorina, qui se montra particulièrement à son aise dans le rôle de canonnier. On a essayé de vraiment mettre en place ce qu'on avait bossé à l'entraînement, à savoir un jeu sans ballon, en contournement. Ça a bien marché en première mi-temps, ça nous a permis de creuser un petit écart qui au final nous est salutaire puisqu'on termine à 5 buts et donc c'est une bonne chose. Ainsi tout au long des 30 premières minutes, l'USAM ne fut jamais inquiété, tant et si bien que le comportement du collectif incita l'entraîneur des Verts à opérer quelques changements de joueurs. Au coup de sifflet indiquant la pause, le tableau de marque se faisait l'écho de la domination usamiste. À cet instant, on eut l'impression que le match était plié. Non, absolument pas. Ça, c'est une fausse impression. C'est que tactiquement, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. On perd des ballons beaucoup en deuxième mi-temps, c'est pas normal. Et il faut qu'on travaille encore parce que dès que les défenses sont un peu étagées, dès qu'on a une individuelle sur un joueur, on perd complètement nos moyens, on joue mal et on perd des ballons. Donc moi, j'étais jamais tranquille. Je ne pense pas que ce soit lié à un relâchement, c'est plus une forme d'incompétence. La seconde période démarrait comme la première, mais pendant 6 minutes, ce fut au tour des Nîmois de ne pas trouver le chemin défilé. Les Toulousains entraient dans une spirale gagnante d'où les Nîmois les sortirent avant le terme des 10 minutes. Aidé par William Hanotel, constant dans son efficacité. La suite de la rencontre retrouvait les couleurs de la première période et une défense nîmoise imperméable, les Toulousains ne sachant pas profiter des occasions qui leur étaient offertes, malgré un Wesley Pardine qui brillait dans ses buts. Au final, une victoire acquise pour l'USAM, logique et révélatrice du parcours qu'il reste à faire pour que les résultats accompagnent encore longtemps le plaisir exprimé par les hommes sur le terrain. C'est un petit peu ce qui nous caractérise en ce moment, on a des petits creux de forme et de vitesse, donc à bosser. Mais après on a su réagir. Will a été encore bon dans la cage, donc très bien. Oui, l'entame du match a été quasiment parfaite, surtout en défense.
On a été bon en défense en deuxième mi-temps aussi, heureusement, parce qu'on a été nettement moins bon en attaque. On a un petit peu, comme d'habitude, bafouillé sur des défenses un peu agressives, et ça c'est embêtant. Et moi je dirais que même on s'est fait un petit peu peur, hein, parce qu'on n'a jamais été très très serein. Mais bon écoutez, on a pris 2 points ce soir, ça fait fructifier un petit peu les bonnes choses qu'on a fait jusque-là en championnat, et c'est parfait. Décidément, ils sont exigeants, ces coachs nîmois. On jette un œil rapidement au classement de handball avec Montpellier, évidemment, toujours devant Ivry-Chambéry. On les connaît, les leaders. Nîmes derrière Tremblay, c'est intéressant puisque l'USAM ira à Tremblay en fin de semaine. Le match suivant, ce sera face à Aurillac, que l'on cherche un petit peu plus loin dans le classement 10e. Aurillac qui est un des promus. Voilà, prochain match de déplacement à Tremblay. C'est fini pour Miroir des Sports. On se retrouve dans un instant pour le journal. Mais auparavant, on va jeter un œil à la météo, le temps qu'il fera demain. Il va pleuvoir peut-être encore. Les pompes funèbres camarguaises, leader gardois en convention obsèques, prévoyance, funérarium, toujours à vos côtés, partenaire de votre émission Miroir des Sports.